Entre salarié d'une ESN ou salarié d'un client final, quel est le plus avantageux en termes d'environnement, pression, objectifs, salaire, carrière, etc. C'est la question que m'a posée Zara. C'est également une question qu'on me pose régulièrement et donc je vais y répondre dans cette nouvelle vidéo. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Best of Business Analyst, la chaîne des business analystes francophones qui est également un écosystème complet pour vous former, vous informer sur la business analyse. Il y a évidemment cette chaîne YouTube, il y a également le site internet éponyme bestofbusinessanalyst.fr dans lequel vous allez trouver énormément d'informations, de documents téléchargeables, d'e-books. Vous allez également trouver des articles, des podcasts et bien entendu des formations, des coachings pour celles et ceux qui veulent se professionnaliser et faire évoluer leur carrière en se débarrassant de tous ces doutes et ce syndrome de l'imposteur qu'on a souvent quand on est business analyst, puisque je le rappelle, 98% des business analysts sont autodidactes et donc n'ont jamais appris les bonnes pratiques. Donc ça c'est pour le site internet et bien entendu bienvenue sur cette chaîne où vous voyez il y a énormément de vidéos pour vous informer sur la business analyse. Alors je reprends la question de Zara qui est de savoir finalement si on veut se faire embaucher en tant que business analyst, est-ce qu'il vaut mieux s'adresser à une ESN ou plutôt à un client final. Comme je l'ai dit en introduction, vous êtes quand même très nombreux à vous poser cette question, en tout cas lorsque vous débutez. Lorsque vous êtes déjà business analyst, vous avez déjà beaucoup plus l'habitude de ce milieu du travail de la business analyst, quoique il y en a certains qui ne connaissent que le monde des clients finaux et qui ont envie de bifurquer vers la prestation. Et puis de l'autre côté, la plupart des consultants prestataires ont envie de trouver un client final. Alors finalement, est-ce qu'il y a un meilleur environnement pour s'épanouir professionnellement en tant que business analyst? Je vais vous donner des éléments de comparaison. Vous allez voir, évidemment, c'est du cas par cas. Ça dépend de vous avant tout, de vos attentes, de vos besoins. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous donner des informations. Donc, je vous ai préparé quelques petites explications contextuelles parce que si vous débutez, ça c'est pas forcément ces terminologies qui vous sont familières, client final, ESN. Donc, j'ai prévu tout d'abord de vous parler des employeurs entre guillemets de business analyst. Ensuite, une fois qu'on a vu ensemble quels sont les différents employeurs de business analyst, on va voir finalement la contractualisation d'un mandat de business analyst. Et puis après je répondrai à la question de Zara sur la base de centaines voire de milliers d'interviews de face à face de coaching que j'ai fait avec la communauté de business analysts. Donc c'est pas évidemment, j'ai pas la science infuse, c'est vraiment les retours terrain que j'ai et après ça sera à vous de choisir sur la base de toutes ces informations. Ok, alors déjà la première chose à comprendre quand on est business analyst, donc admettons vous vous reconvertissez, en tout cas vous débutez en business analyst et vous allez chercher votre nouvel employeur parfois certains veulent directement être freelance. Donc qui sont les employeurs entre guillemets de business analyst? Alors il y en a trois essentiellement. Déjà, vous avez les ESN, donc entreprises des services du numérique. Ça, c'est la nouvelle appellation plutôt des SS2I, pour ceux qui ont déjà un peu plus d'années d'expérience. C'est plutôt sous ce terme-là qu'ils ont connu ces ESN. Ensuite, vous avez également les cabinets de conseil et puis vous avez le fameux client final. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu rapidement les différences entre ces trois employeurs entre guillemets de business analyst. Je dis employeur parce que vous allez voir que selon la contractualisation que vous allez faire avec, c'est pas forcément un employeur en tant que tel, ça peut être un pourvoyeur de mission. Alors, tout d'abord, les ESN, donc entreprises des services du numérique. Qu'est-ce que c'est que ce type d'entreprise? C'est tout simplement une entreprise de service. Sa matière première, on va dire son produit, même si c'est pas beau à dire, mais c'est comme ça, son produit, ce sont des consultants, ce sont des professionnels qui ont des compétences propres, par exemple en développement informatique, en chefferie de projet, en test ou en business analyse, etc. Donc en fait vraiment eux ils vont embaucher des profils, des compétences. Donc si par exemple vous êtes un développeur informatique, vous pouvez très bien vous faire embaucher par une ESN. Vous n'avez pas de mission particulière à l'instant T, vous savez juste que vous allez coder et mettre à disposition en fait vos compétences pour l'ESN qui après va vous placer chez un client final et on va y revenir après. Donc en tant que business analyst, une ESN ça peut être votre employeur ou votre pourvoyeur de mandat.
C'est à peu près 80% des employeurs, mais c'est en train de diminuer. Actuellement, il y a de plus en plus de clients finaux qui embauchent des business analysts, mais pour l'instant, vraiment, c'est les ESN qui sont les plus demandeuses en fait de profils de business analyst. Pourquoi? Parce que un projet de système d'information, forcément, le client final, il n'est pas forcément dimensionné en interne pour avoir une équipe recrutée, en fait, pour avoir des salariés qui sont payés toute l'année pour s'occuper de projets qui ont par définition une date de début, une date de fin. Et donc parfois il y a des PME qui ont un projet pendant mettons 2 ans, mise en place d'un ERP, puis après ils n'ont pas vraiment de projet, c'est plutôt la maintenance évolutive et corrective. Donc ils n'ont pas de raison d'embaucher une équipe qui va s'occuper de projets, donc des développeurs qui vont coder ou des business analysts qui vont être là juste entre guillemets pour le temps d'un mandat, d'une mission. Donc comme elles n'ont pas les moyens, les ressources en interne, elles vont s'adresser à des prestataires qui, eux, ont ces ressources-là. Et ces prestataires sont donc des ESN. Donc les ESN, comment elles travaillent? En fait, les commerciaux d'une ESN vont aller chercher auprès des clients finaux les besoins. Donc ils vont aller prospecter en général dans une zone géographique et puis ils vont contacter par exemple les directions de systèmes d'information, les managers, etc. pour présenter leur ESN et leur dire voilà, si vous avez des besoins en prestataire, nous on est là, voilà nos compétences, voilà. Donc voilà, ils vont faire du commercial et puis après quand ils sont installés chez un client, et souvent le client final va avoir l'habitude de contacter des commerciaux auxquels il a affaire habituellement pour leur dire voilà, là je voudrais mettre en place telle chose, est-ce que tu pourrais me faire un devis, voilà, une proposition commerciale, et donc l'ESN va répondre en faisant une proposition commerciale pour répondre aux besoins et un cahier des charges éventuellement, normalement il y a un cahier des charges qui est fait après du client final. Donc ça c'est le premier employeur de business analyst, c'est l'ESN. Ensuite, vous avez le client final, j'en ai parlé. Le client final, en fait, c'est toutes les entreprises et administrations qui existent sur le marché, quel que soit le secteur d'activité, qui ont en général, évidemment, un système d'information, l'informatique, ex-informatique, système d'information, c'est plus large. Et pour faire fonctionner le système d'information, elles ont souvent une direction des systèmes d'information. Et puis, également, elles ont... Pour celles qui vont aller employer des business analysts, très régulièrement des nouveaux projets d'implémentation de nouveaux logiciels, d'évolution majeure, de maintenance évolutive et corrective. Et en tout cas, elles sont structurées pour gérer en interne tous les besoins de projet et tout ce qui est applicatif en fait. Donc elles ont en général une équipe qui est vraiment dédiée au support. Voilà, c'est du support purement technique. Par exemple, un problème un problème avec l'imprimante, il faut installer un nouveau poste et un nouveau salarié. Donc ça c'est la partie support. Et puis vous avez une partie plutôt projet applicative qui est là pour gérer les applications qui sont en train de tourner et également les mettre en place des nouvelles applications ou mettre en place des évolutions majeures sur des applications existantes. Et donc on a des profils en fait. Donc on a évidemment des développeurs, on a des chefs de projet, des product owners éventuellement, on a des business analysts, on a des assistants à la maîtrise d'ouvrage. Enfin en tout cas, selon les fiches de poste qui existent au niveau ressources humaines, vous avez tout cet ensemble de professionnels qui sont embauchés chez le client final. Donc eux, ils ne vont pas changer de secteur ni de client, ils vont vraiment être tout le temps dans la même entreprise, ils vont donc très très bien connaître le métier, les interlocuteurs, etc., les procédures internes, puisqu'ils sont eux-mêmes collaborateurs et salariés de l'entreprise, et ils vont devoir être experts, on va dire plutôt au niveau applicatif. Et les business analysts qui sont intégrés, ils peuvent être soit rattachés à la direction des systèmes d'information, auquel cas ils sont plutôt orientés solutions, soit ils sont rattachés à des pôles métiers et auquel cas ils sont plutôt assistance à la maîtrise d'ouvrage, product owner. En tout cas, ce sont eux qui maîtrisent le besoin et par exemple ceux qui vont cartographier les besoins métiers, définir les règles métiers, les processus, etc. et qui vont fournir cette information peut-être à la direction des systèmes d'information en interne
à l'équipe qui va réaliser la solution. Donc je ne vais pas trop dans le détail de qui fait quoi en interne parce que j'ai déjà parlé souvent de la différence entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Si c'est quelque chose encore que vous maîtrisez pas trop, justement, n'hésitez pas à consulter mon site internet, j'en parle pas mal, d'autres vidéos avec ces mots-clés, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Mais voilà, il faut retenir qu'en interne d'un client final, le praticien en business analyse, quelle que soit son étiquette, là aussi je vous renvoie à d'autres vidéos où je vous explique les différentes étiquettes qu'on peut avoir quand on est business analyst, product manager, product owner, proxy product owner, business analyst, assistant à la maîtrise d'ouvrage, chef de projet maîtrise d'ouvrage, etc., etc. Tout ça, ce sont des praticiens en business analyse et en fait le libellé qu'on va leur donner, c'est en fonction de la typologie qui existe dans l'entreprise, puisque il n'y a pas de règles parce que la business analyse n'est pas encore une discipline assez mature pour qu'il y ait une norme en fait, il n'y a pas de norme. Voilà, donc ne vous arrêtez pas aux étiquettes, dites-vous juste est-ce que c'est de la business analyse et allez regarder les responsabilités et les tâches qu'on va vous demander dans ces fiches de poste. Donc ça c'est le deuxième type d'employeur, ce sont ce qu'on appelle les clients finaux, donc vous pouvez trouver dans tout secteur d'activité, ça peut être les banques, ça peut être les assurances, ça peut être l'industrie, ça peut être les services, ça peut être tout ce que vous voulez, pour peu qu'ils aient donc besoin de ce type de profil, parce qu'il y a souvent des projets et il y a toujours besoin de cet interlocuteur, de ce professionnel qui est au carrefour des enjeux économiques de l'entreprise, de la compréhension technologique et de la gestion de projet et qui est capable en fait de jouer le rôle de médiateur entre toutes ces parties prenantes d'une entreprise. Et puis ensuite vous avez un troisième type d'employeur de business analyst. Alors c'est pas des ESN, bien que ça fonctionne un peu pareil, ce sont des cabinets de conseil. Les ESN, elles sont vraiment focalisées sur les services du numérique, l'informatique. Donc en fait elle va fournir comme prestataire, comme consultant des business analysts en système d'information. Les cabinets de conseil, eux, ils sont plutôt spécialisés dans les enjeux métiers ou gouvernance. Et donc, ils vont avoir des consultants également qui ne vont pas avoir l'intitulé de business analyst, mais qui pratiquent la business analyse, sauf que la finalité, c'est pas un système d'information, c'est par exemple mettre en place de nouveaux indicateurs pour aider à la gouvernance. C'est permettre, par exemple, la conduite du changement. Ça peut être également l'amélioration continue, ça peut être la cartographie de processus métiers pour les optimiser, etc. Donc eux, en fait, ils sont spécialisés dans l'identification, la recommandation, la conception et la mise en œuvre de solutions face à un besoin de changement exprimé par une organisation, mais sauf que cette solution ne sera pas informatique, ça sera par exemple des processus métiers, encore une fois, ou des solutions purement de gouvernance. Et donc ça, c'est les cabinets de conseil qui vont être pourvoyeurs de ces ressources, qui sont eux aussi, encore une fois, des consultants, qui vont travailler pour le compte de clients finaux. Donc selon qu'on parle de business analyst en système d'information ou pas en système d'information, ça sera soit ESN, soit cabinet de conseil. Et de toute manière, que vous soyez business analyst en système d'information ou praticien de la business analyse, sans le savoir, on va dire, quelle que soit l'étiquette, mais pour des solutions métiers ou gouvernance, eh bien, vous pouvez travailler chez le client final. Voilà. Et là, c'est l'intitulé de poste qui va juste changer. C'est à charge à vous après de comprendre, parce que par exemple, vous aurez vu mes vidéos, que vous pratiquez la business analyse. Parce que la plupart d'entre vous, vous me dites, enfin, je mets une étiquette, un mot sur ce que je fais. J'arrivais pas à comprendre ce que je faisais, quel était mon métier. Eh bien, bienvenue sur Best of Business Analyst. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est les employeurs, entre guillemets, de business analyst. Alors, maintenant, c'est ça que je mettais entre guillemets le mot employeur. La deuxième partie, c'est la contractualisation d'un mandat de business analyst. Donc là, il y a grosso modo, on va dire, il y a 3 manières de faire. Première manière de faire, le salariat, tout simplement. Là, chez tous les employeurs de business analyst, ESN, cabinet de conseil, client final, vous pouvez tout simplement signer un contrat de travail salarié. Deuxième manière de faire, c'est le freelancing, donc être en indépendant. Donc être en indépendant, ça veut juste dire que vous n'avez pas de contrat de travail avec un employeur, mais derrière, ça veut dire qu'il y a des formes juridiques que vous allez décider de choisir pour porter votre freelance, enfin votre travail en tant que freelance, en tant qu'indépendant. Donc moi, je peux parler que pour la France parce que je ne connais pas les autres formes juridiques dans les autres pays. En France, typiquement, on a l'auto-entreprise, l'EURL
et les SASU. Voilà, en gros, c'est les 3 formes juridiques qu'on peut trouver. Auto-entreprise moins parce que c'est limité par le plafond du chiffre d'affaires. Et en général, quand on travaille surtout à plein temps en tant que consultant en freelance, on dépasse ce plafond. Donc, on va plutôt être soit en EURL en général, soit en SASU. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail non plus des avantages et inconvénients. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus où je donne quelques conseils. Mais maintenant, le mieux, c'est qu'après, vous fassiez vos comparaisons. Et honnêtement, c'est pas évident parce qu'il y a vraiment du pour, du contre. Et il y a des écoles, en fait, qui sont plutôt pour l'un ou pour l'autre. Alors, ça, c'est le freelance. Alors, qu'est-ce qu'il fait le freelance? Le freelance, soit il va chercher lui-même un client final, puisque à la fin, l'entité qui va avoir besoin des services du business analyst, de toute manière, c'est un client final. Que vous passiez par une ESN, un cabinet de conseil, ou directement par le client final. Donc le freelance, soit il va aller prospecter le client final. Par exemple, il connaît très bien, ça fait 20 ans qu'il est dans le secteur des banques, il connaît très bien les banques de son secteur, il connaît les managers, et il va leur dire, voilà, maintenant je suis freelance, et écoute, on peut travailler en direct, et donc il a déjà entre guillemets son client final et il contractualise avec lui si c'est possible, parce qu'il y a des entreprises où on ne peut pas travailler en direct. Il y a des services achats dans les entreprises qui référencent des prestataires, et c'est uniquement ces prestataires en particulier qui ont le droit de fournir des prestations par exemple de type business analyst, consultant, etc. Donc le freelance, il peut soit aller en direct, soit il va passer par une ESN ou un cabinet de conseil. Donc là, il va tout simplement se présenter aux ESN et au cabinet de conseil, il va expliquer ses compétences, et après, la société de conseil ou l'ESN peut revenir vers lui dès qu'ils ont un besoin, c'est-à-dire qu'un commercial de ESN, par exemple, il a fait une proposition commerciale pour répondre à un besoin d'un client final. Il va regarder en interne s'il a des consultants disponibles et compétents. Si c'est le cas, il va staffer ses consultants à lui, qui sont déjà salariés. Et si c'est pas le cas, par exemple, il n'y a personne de compétent, en tout cas qui a la compétence requise, ou alors il y en a mais ils sont déjà ailleurs, il va essayer de les bouger pour les mettre, de les faire sortir d'une mission. Enfin, c'est un petit peu un jeu de chaise musicale pour les faire aller chez son nouveau client. Et s'il ne trouve pas, il va soit chercher un freelance, soit il va recruter. Voilà, c'est vraiment la manière de faire qui est très classique. Donc le truc, c'est qu'une ESN, donc si vous êtes freelance, vous pouvez très bien être appelé du jour au lendemain pour aller commencer une mission, auquel cas vous allez signer un contrat avec l'ESN, et l'ESN, elle va signer son contrat avec le client final. Il faut savoir que les ESN, elles facturent de 2 manières, soit au forfait, soit en régie. Au forfait, ils ont compris le besoin de l'entreprise finale, par exemple de mettre en place une nouvelle application. Ils ont évalué les différentes compétences requises, le temps que ça allait prendre, etc. Ils ont posé des ABAC. Ils ont donc mis une enveloppe globale pour cette prestation avec un objectif de fin précis, avec des délais, etc. Et ils ont intérêt à ne pas se tromper, parce que alors c'est toujours un peu le problème de comment faire un devis. Si on fait trop bas, on risque peut-être de louper du chiffre d'affaires parce qu'on aurait pu facturer plus. Et si on fait trop haut, on risque de louper l'affaire justement avec le client final qui s'adresserait à une ESN moins chère. Donc en fait, les commerciaux, ils doivent déjà réussir à faire passer en fait leur proposition commerciale. Donc souvent, ils vont chercher soit à recruter, soit à prendre des freelances avant même d'avoir signé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore sûrs d'avoir signé, de signer en fait le contrat avec le client final, mais ils savent que le jour où c'est signé, c'est immédiat. Donc il faut qu'ils aient tout de suite les ressources. Donc souvent, ils vont vous contacter en vous disant c'est bon, ça sera pour travailler pour tel client. Non mais c'est sûr, en fait, je connais très bien le client, tout ça, il y a juste entre guillemets à signer. Il va quand même assez broder pour vous convaincre que c'est bon, il n'y a aucun risque de votre côté. En réalité, il n'y a jamais de certitude. Donc ça, il faut le savoir quand on est freelance. Et d'ailleurs, même quand on est en processus de recrutement, c'est jamais sûr et certain tant que le client final n'a pas signé le contrat. Et donc, ça veut dire que quand on est freelance, il ne faut pas se bloquer non plus sur un contrat tant que c'est pas signé. Vous pouvez répondre à plusieurs propositions d'ESN en étant évidemment totalement transparent, en leur disant écoutez, tant que c'est pas signé de votre côté, moi j'ai d'autres possibilités effectivement, mais dès que c'est sûr, bien entendu, je vous donne mon exclusivité. Il ne faut pas leur faire non plus faux bon, parce que sinon après vous les revoyez plus et vous vous privez d'un contrat. Donc voilà. Autre chose à savoir quand on est freelance et quand on est prestataire d'une ESN, l'ESN souvent elle
fait une proposition au forfait. Le client, il n'aime pas avoir d'incertitude. Il aime bien savoir que pour tel objectif, il va payer une somme et c'est tout. Et qu'il ne va pas avoir des changements parce qu'il y a des prolongations de plus de jours, etc. Donc c'est vraiment à l'ESN de bien évaluer cette enveloppe-là. Mais par contre, le freelance, en fait, lui, il va facturer au nombre de jours qu'il va passer. Parce que normalement, s'il y a une enveloppe par exemple avec 3 développeurs, un chef de projet, 2 testeurs, un business analyst, en fait c'est pas le freelance qui aura estimé le temps à passer dessus. C'est bel et bien l'ESN et qui se sera engagé sur un temps donné et une charge donnée. Donc le freelance en aucun cas il doit prendre la responsabilité d'un bon ou d'un mauvais devis, voilà, une bonne ou d'une mauvaise estimation. Donc le freelance il va dire ce mois-ci, j'ai travaillé 20 jours, donc je facture 20 jours à l'ESN. Et l'ESN charge à elle de se débrouiller pour que ça rentre dans son forfait. Voilà, ça c'est à peu près, on va dire, les règles. C'est jamais figé absolument, mais sachez que ça fonctionne habituellement comme ça. Autre chose également, en termes de risque financier, normalement, si le client final ne paye pas l'ESN en temps et en heure, c'est pas votre problème. Vous devez être payé à la facture, en tout cas selon les conditions qui ont été posées entre vous et l'ESN. En revanche, si le client final du jour au lendemain interrompt la mission, et ça arrive souvent, ils n'ont plus de budget en fin d'année, etc. Ils arrêtent le projet, donc ils renvoient tout le monde à la maison. Et bien vous, en tant que freelance, vous êtes aussi renvoyé chez vous. Alors, même s'il y a des clauses qui disent que vous avez un délai, etc., en réalité, on ne les fait pas souvent valoir parce que, en fait, on veut conserver des bonnes relations avec l'ESN qui est quand même notre pourvoyeur de mission chez le client final. Mais il faut juste savoir que ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est normal, c'est un risque et c'est quelque chose de classique, entre guillemets. En termes de taux journalier, ça dépend de la région, ça dépend du secteur, ça dépend de l'entreprise client final, ça dépend de pas mal de facteurs. Donc c'est à vous après de négocier avec l'ESN. Donc voilà, on pourrait en parler longtemps, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, donc, si vous êtes chez le client final, j'ai dit, c'est vous qui allez prospecter et donc, c'est vous qui allez gérer en direct les problématiques avec le client final. Il n'y a pas il n'y a pas d'intermédiaire qui peut éventuellement faire le tampon entre vous et le client final. Et également, c'est vous qui portez le risque financier si vous êtes par exemple chez un client final qui paye très mal, qui paye 6 mois après et ça arrive, c'est comme ça. Vous ne serez pas payé plus rapidement. Par contre, vous gagnez entre guillemets plus parce qu'il n'y a pas de marge. C'est-à-dire qu'une ESN, et ça j'ai oublié de le dire, évidemment pour vous porter chez un client final, elle va se prendre une marge, par exemple 20%. Si votre taux journalier c'est, j'ai n'importe quoi, 800 € par jour, alors pour ceux qui sont salariés, ils disent 800 € par jour, c'est énorme. Il y a plein de charges quand on est freelance, donc sautez pas au plafond. Mais on gagne bien quand même. Mais simplement, on doit juste apprendre à gérer notre budget différemment parce qu'on n'a pas tous les avantages des salariés, on a tous les intercontrats, les vacances, tout ça, on gagne rien en fait. Donc il faut savoir le gérer différemment. Quoi qu'il en soit, imaginez que le taux final, le taux journalier chez le client, c'est 800 € jour. L'ESN va dire je prends 20%, donc il va rester 80% pour le freelance. Si vous êtes chez un client final, il n'y a pas de marge, donc si c'est 800 € jour, c'est 800 € pour vous. Voilà. Donc il y a toujours une réflexion à avoir. Moi personnellement, je faisais pas en direct, je préférais les ESN parce que j'avais pas envie de prospecter les clients finaux, sauf quand c'est arrivé qu'ils viennent vers moi. Et pour le coup, même quand ils venaient vers moi, si initialement j'avais été portée par une ESN, pour garder des bonnes relations avec l'ESN, j'aurais rétrocédé une partie de la marge. Voilà. Il y a des bonnes pratiques qui se font pour que y ait une confiance mutuelle puisque c'est des acteurs qui travaillent tous ensemble. Et puis alors, donc là on est dans la contractualisation d'un mandat de business analyst, donc j'ai dit salariat, freelance, et maintenant on parle du portage salarial. Donc le portage salarial, c'est un mode intermédiaire entre le salariat et le freelance, c'est-à-dire que vous avez une fiche de paye, ça vous sécurise, surtout en France, vous avez les droits au chômage, la retraite, etc. En revanche, c'est à vous d'aller chercher vos clients, tout comme un freelance, que ce soit ESN ou client final, et vous êtes propriétaire en fait de votre portefeuille de clients.
La contrepartie, c'est évidemment que la société de portage, elle se prend un pourcentage pour pouvoir se rémunérer. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais fait de portage salarial parce qu'on n'a jamais vraiment besoin d'avoir recours. On n'est jamais chômeur, en fait. On a toujours plus ou moins des missions, donc je ne voyais pas l'intérêt de rétrocéder, en plus déjà d'une marge que je peux donner à l'ESN, un autre pourcentage à une société de portage. Mais pour celles et ceux qui ont un petit peu peur de se lancer totalement, qui sont plutôt réconfortés d'avoir une fiche de paie, c'est aussi une solution intermédiaire. Voilà, donc alors il y en a plein, des sociétés qui font du portage salarial, c'est vous qui les trouverez sur Internet. Donc voilà, donc déjà on a vu qui étaient les employeurs de business analyst, ESN, cabinet de conseil, client final, comment contractualiser un mandat de business analyst, salariat, freelance ou portage salarial, grosso modo, et puis j'arrive à la réponse à la question de Zara. Entre salarié d'une ESN et salarié d'un client final, quel est le plus avantageux en termes d'environnement, pression, objectif, stress, salaire, reconnaissance? Merci à vous. Donc là, on est dans le cas précis où le business analyst est salarié. Donc vous oubliez freelance, vous oubliez portage salarial. Et là, on parle d'un business analyst en système d'information qui est salarié d'une ESN ou d'un client final. Est-ce que c'est mieux ESN? Est-ce que c'est mieux client final? Donc déjà, il faut savoir en termes de, on va dire, intérêt du travail ou variété du travail que vous allez faire, que quand vous êtes dans une ESN, normalement, vous avez beaucoup plus de variété, puisque potentiellement, vous pouvez être staffé chez plein de clients différents, donc plein de secteurs d'activité différents potentiellement, et donc vous pouvez acquérir, on va dire, faire monter vos compétences de manière plus rapide, on va dire, que si vous êtes tout le temps dans le même environnement, même secteur d'activité, même client, même département. C'est sûr qu'on ne voit que la même chose, même si les projets technologiques ils changent, quand on est toujours dans le même environnement, on évolue quand même beaucoup moins vite. Donc je dirais que la première chose à voir, c'est est-ce que vous avez besoin de cette stimulation et d'apprentissage, de variété de missions. Auquel cas, c'est vrai que dans la plupart des cas, une ESN, c'est un bon choix. Mais il y a des clients finaux, des très grandes entreprises qui proposent une énorme variété également de contextes, de missions. Et pour le coup, je ne pensais pas que c'était possible. Pour moi, j'étais très, on va dire, très suspicieuse et sceptique quand on me disait ça. Mais typiquement, j'ai fait 4 ans chez une multinationale dans l'aéronautique. Et pour le coup, c'est vrai, les missions que j'ai enchaînées étaient extrêmement variées. J'ai pu être dans des environnements purement IT, innovation, start-up, gouvernance, métier, quand bien même c'était le même secteur, j'ai eu vraiment accès à énormément de mandats différents, très variés, qui m'ont énormément fait progresser. En revanche, c'est vrai que ce sont les mêmes procédures, c'est le même secteur d'activité, donc ça vous fait rester, et la même culture d'entreprise, ça vous fait quand même rester dans un certain domaine qui commence à être familier au bout d'un moment. Ce qui n'est pas le cas dans une ESN. Mais je modère là aussi parce qu'il y a des ESN qui n'ont pas énormément de clients finaux ou alors qui sont spécialisés dans un secteur d'activité, par exemple les banques. Et du coup, les consultants, ils vont toujours être mis au même endroit, les mutuelles, les banques, et ils vont pas vraiment en sortir. Et au bout d'un moment, leur CV, il va être fait de telle sorte que, de toute manière, ils sont étiquetés, quoi. Ils sont dans une case. Spécialiste dans un domaine, un secteur ou un département d'entreprise, sachant que les ESN, elles se cassent pas trop, c'est-à-dire qu'elles ont plein de consultants qui ont des compétences et leur but c'est de les placer, parce qu'un consultant qui n'est pas placé chez un client final, c'est un consultant qui coûte et qui ne rapporte rien. Donc ils vont sécuriser et ils vont vous mettre là où votre CV parle pour vous, là où vous avez plus de chances de remporter entre guillemets la comparaison avec un autre consultant présenté par une autre ESN. Donc attention, aussi il y a des ESN où vous allez avoir du mal à finalement voir autre chose que un client ou un secteur d'activité. Donc voilà, c'est là aussi du cas par cas. Interrogez vraiment votre futur employeur, posez-leur cette question-là en disant moi j'ai envie de variété, ou alors moi j'adore la banque et je suis spécialiste en banque, est-ce que vous pouvez me garantir je resterai dedans? Voilà, donc c'est quelque chose à voir, mais je vous ai donné un petit peu les grandes lignes. Ensuite,
En termes de pression, alors en termes de pression, là, ça n'a absolument pas de... C'est plutôt lié au client final en réalité. Parce que quand vous êtes ESN, vous voyez rarement votre agence. Vous êtes tout le temps chez le client final en général. Sauf dans les cas où vous êtes en tierce maintenance applicative, par exemple sur des plateaux de maintenance où vous êtes dans les locaux de l'ESN et vous ne voyez pas le client final. Mais on va prendre le cas où vous êtes un consultant, un business analyst qui va voir le client final. Et là, le client final, c'est lui qui met le tempo en fait sur la pression. C'est en général chez le client final qu'il y a les managers, qu'il y a la feuille de route, la gestion de projet, etc. Et c'est lui qui va impulser en fait la pression qu'on va vous mettre. Donc je dirais que cette notion de pression, elle est à peu près identique. La seule chose qui est intéressante à savoir, c'est que quand vous êtes prestataire, vous pouvez très bien demander à votre commercial de sortir de chez un client où vous en avez ras-le-bol. Alors qu'évidemment, quand vous êtes embauché, à part démissionner, c'est compliqué. Même la mobilité interne, c'est pas forcément aussi simple. En termes d'objectifs, alors je sais pas trop ce que tu veux dire par objectif, Zara. Je pense que c'est la question, le point auquel j'ai répondu juste avant, c'est-à-dire l'intérêt, la variété des missions. Après, si tu parles d'objectifs qu'on peut te fixer ou de périmètre d'activité, là aussi ça dépend. Parce que quand on est dans une ESN, on peut très bien être embauché comme business analyst, ça c'est la fiche de poste, la fiche de bulletin de salaire. Mais derrière, vous allez peut-être être staffé chez un client en tant que product owner, en tant que proxy product owner, en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage, en tant que chef de projet maîtrise d'ouvrage, en tant que business analyst, en tant qu'analyste concepteur fonctionnel, en tant que testeur métier, en tant que formateur utilisateur. Oui, je sais, il y a beaucoup de termes, mais en fait, il y a beaucoup de praticiens en business analyse qui se cachent derrière tous ces libellés. Donc, votre fiche de poste, votre bulletin de salaire en tant qu'à l'ESN, ça ne sera pas du tout forcément la mission, le mandat que vous aurez chez le client final. En revanche, évidemment, si vous êtes embauché chez un client final, ça va correspondre. Voilà, tout simplement, vous allez devoir respecter la fiche de poste qui est prévue aux ressources humaines. Donc, si vous êtes rattaché, par exemple, à un pôle métier et que vous êtes, mettons, product owner ou product manager ou assistant à la maîtrise d'ouvrage, eh bien, vous allez rester, en fait, rattaché hiérarchiquement à cette organisation-là et vous n'allez pas d'un coup devenir business analyst, concepteur de solutions pour la direction des systèmes d'information. C'est pas possible. Vous n'êtes pas rattaché hiérarchiquement au même chef. Et de l'autre côté, si vous êtes business analyst rattaché à la direction des systèmes d'information, c'est pas du tout prévu que vous passiez côté assistance à la maîtrise d'ouvrage. C'est pas encore une fois, le même chef. Voilà. Au niveau du stress, c'est un peu pareil que pression, hein, donc j'ai répondu. Le stress, de toute manière, quand on est business analyst, c'est pas une question de stress, parce que moi j'ai horreur typiquement des questions à deux balles des recruteurs qui nous demandent comment on gère le stress. Ça, je trouve que c'est has-been, je vois même pas pourquoi on pose la question, ça montre déjà que d'emblée on va vous mettre la pression. C'est pas ça. Par contre, quand on est business analyst, il est vrai qu'on a beaucoup de parties prenantes dont on dépend. Notre agenda, c'est pas nous qui décidons de manière unilatérale comment il va se passer, puisque quand on va faire des ateliers de travail, en tout cas on dépend de plein de parties prenantes. Donc on a cette gestion du temps à bien maîtriser. On est intégré à un projet informatique, donc on dépend aussi des jalons et de la feuille de route du projet informatique. Et puis on a le fait qu'on est au carrefour des pôles métiers, de l'équipe technique, de la gestion de projet et évidemment qu'on est tributaire des humains de l'entreprise, fait que effectivement il y a une certaine agilité, état d'esprit et pression, mais c'est pas pour moi de la pression, ça fait partie du travail et c'est le côté aussi passionnant qui fait qu'on voit plein de choses. J'appelle pas ça du stress, mais c'est vrai qu'on ne peut pas, en général, une journée d'un business analyst, c'est une journée extrêmement bien remplie. Voilà. En termes de salaire, là c'est pareil, je peux pas vraiment répondre. Alors déjà, je m'adresse à une communauté francophone, donc déjà les salaires en France, les salaires en Belgique, les salaires en Suisse, les salaires au Québec, les salaires au Maroc, au Sénégal, au Cameroun, etc. Ça dépend évidemment de l'offre locale du pays. Ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a pas forcément pour moi de règles, en fait, que ça soit ESN ou client final. J'ai pas franchement vu de différence. Voilà. Je pense que là, ça dépend de l'entreprise et peu importe soit une ESN ou un client final. Et puis en matière de reconnaissance, alors il faut savoir que quand vous êtes dans une ESN, vous êtes réellement un numéro. Vous n'avez pas de reconnaissance, on vous connaît pas en fait.
Le commercial, une fois qu'il vous a placé chez le client final, de temps en temps, vous le voyez passer, puis après, on vous oublie, entre guillemets. C'est le client final qui vous connaît. Après, si vous êtes business analyst dans une équipe de maintenance dans l'agence, là, on vous connaît, mais vous êtes, entre guillemets, un consultant parmi d'autres. Donc, c'est pas vraiment au niveau de l'ESN que vous allez retrouver une reconnaissance. C'est rare. Certaines sans doute sont meilleures que d'autres, mais c'est quand même assez rare. Évidemment, il y a plus de reconnaissance possible, on va dire, ça ne veut pas dire que c'est réel, possible au sein d'un client final. Et quand je dis reconnaissance, c'est de carrière, parce que moi personnellement, qui ai toujours été prestataire, je trouvais que la reconnaissance que j'obtenais, c'était le fait que mon travail était reconnu en fait, et qu'il servait et qu'il y avait une forte satisfaction de la part des utilisateurs et du client final. Et ça, c'était pour moi ma reconnaissance. Et j'avais pas besoin de faire carrière. C'est pas ça que je recherchais. C'était l'expertise et le fait que ça servait à quelque chose, que ça avait un sens. Si vous cherchez à faire carrière, c'est évidemment chez le client final qu'il faut plutôt aller, puisque vous aurez plus de possibilités de faire de la mobilité interne que dans une ESN où c'est, voilà, encore une fois, c'est assez transverse. Et attention à ne pas se tromper en pensant que si on est business analyst, après l'étape supérieure c'est chef de projet, c'est un autre métier. C'est pas la même chose et c'est pas parce qu'il y a le mot chef dedans que c'est une évolution de carrière. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. J'espère que ça vous a déjà éclairé. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire votre propre expérience pour alimenter un petit peu le débat. Je vous ai donné des éléments contextuels. Maintenant, tout se discute. Et donc voilà, si vous êtes dans cette situation, que vous soyez consultant, prestataire, embauché en interne, freelance, salarié, etc., n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Et puis, je m'adresse à celles et ceux qui veulent devenir business analyst, se professionnaliser, qui veulent se débarrasser des peurs de mal faire, du syndrome de l'imposteur dont je parlais et qui veulent tout simplement travailler en ayant cette posture de conseiller avisé, qui a confiance en lui, qui sait de quoi il parle, qui est formé et qui a les bonnes pratiques. N'hésitez pas à faire un tour sur bestofbusinessanalyst.fr et regarder le catalogue de formation et pourquoi pas de rejoindre les 660 et quelques business analystes formés par le biais de mon organisme de formation et faire partie du cercle restreint qui grossit de business analystes formés à leur métier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!